En 2019, pendant les manifs historiques en France, on a vu des centaines de citoyens littéralement jetés en cellule de garde à vue pour le week-end, avec un taux de classement sans suite qui frôlait les 80%. Ouais, c'est énorme. Et le but documenté, c'était juste de vider les rues. Mais le truc fou, c'est que presque au même moment, tout en haut de l'État, on avait des ministres accusés de conflits d'intérêts massifs qui étaient jugés et même acquittés par un tribunal spécial. Un tribunal composé surtout de leurs propres collègues politiciens, ouais. Exactement. Le contraste est juste vertigineux. C'est le cœur même de ce qu'on appelle la justice à deux vitesses. Et ce qui est vraiment crucial de comprendre dès le départ, c'est que ces deux réalités, c'est pas des anomalies isolées. Non. Elles font partie d'une mécanique institutionnelle très, très précise. Ok, on va décortiquer ça. Aujourd'hui, notre mission, dans cette analyse approfondie, c'est de plonger dans les rouages de cette machinerie. On va voir comment une partie des élites politiques et judiciaires a pu faire primer des intérêts perso ou politiques sur le bien commun. Absolument. Et je veux être d'une clarté absolue dès les premières secondes. C'est pas une tribune politique qu'on fait là. Non, pas du tout. La gauche, la droite, le centre, c'est vraiment pas la question. Notre exploration, elle repose strictement sur des faits documentés. On a épluché des rapports de l'Assemblée nationale, des notes du Défenseur des droits, des enquêtes du Contrôleur général et des actes judiciaires vérifiables. Et ce qui est fascinant ici, c'est que la documentation de ces mécanismes, ça relève pas du tout de rumeurs ou de théories du complot obscur, hein. Bah non, c'est public. Voilà, on parle de procédures légales, d'actes administratifs, de décrets et de flux financiers qui sont inscrits dans le marbre institutionnel. Tout est consultable. Le système, en fait, il s'organise et se protège de manière presque chirurgicale à la vue de quiconque sait où chercher. C'est un peu comme regarder l'envers du décor au théâtre. Les discours sur scène, c'est bien, mais la vraie machinerie, elle est en coulisses. Et pour bien saisir l'ampleur du truc, il faut commencer par la règle de base de toute investigation. Suivre l'argent. Toujours. Et plus précisément, le contrôle des actifs stratégiques de l'État. Donc, nos sources nous ramènent en 2014, au cœur d'une transaction financière énorme qui a redessiné l'industrie française. L'affaire de la vente d'Alstom à l'américain General Electric. C'est vraiment le point de départ incontournable. À l'époque, il faut pouvoir rappeler qu'Alstom, c'est pas n'importe quelle boîte. C'est un fleuron stratégique national absolu. Ouais, c'est pas juste des trains. Non, pour donner la mesure du truc, la branche énergie d'Alstom fabrique, entre autres, les turbines colossales qui équipent la totalité des centrales nucléaires françaises. Wow! Elle fabrique aussi les turbines qui propulsent nos sous-marins nucléaires et le porte-avions Charles de Gaulle. Donc on parle véritablement du cœur battant de la souveraineté énergétique et militaire du pays. Et pourtant, cette branche ultra stratégique, elle va être vendue au géant américain General Electric pour environ 12 milliards d'euros. Et ce qui capte l'attention dans les rapports parlementaires qu'on a consultés, c'est pas juste l'opportunité industrielle de cette vente. C'est comment ça s'est fait? Voilà. C'est la façon dont ça a été orchestré en coulisses. Parce que le ministre de l'économie de l'époque, Arnaud Montebourg, il était farouchement opposé à cette vente à un acteur américain. Il avait même pondu un décret spécifique pour protéger les entreprises stratégiques. C'est le fameux décret Montebourg. C'est ça. Mais il a été totalement court-circuité. Et par qui? Par la présidence de la République. Et plus spécifiquement, par le secrétaire général adjoint de l'Élysée de l'époque. Un certain Emmanuel Macron. Exactement. Qui deviendra d'ailleurs lui-même ministre de l'économie au moment de la signature finale. Et c'est là qu'on commence à voir concrètement comment les mécanismes administratifs sont utilisés. Les rapports d'enquête parlementaire, ils soulignent de manière assez accablante que la procédure normale a été contournée. C'est-à-dire... En vertu du code monétaire et financier, une vente qui touche à des intérêts aussi vitaux, ça nécessitait l'autorisation explicite et préalable de Bercy, donc du ministère de l'économie. Mais l'Élysée a fonctionné comme une voie de contournement. Ils ont rassuré les acheteurs américains et piloté des négociations parallèles dans le dos du ministre de tutelle. Mais attends, je suis vraiment étonné là. Comment un conseiller de l'Élysée, même super haut placé, il peut légalement contourner un ministre qui a le pouvoir de veto sur les investissements étrangers? Par la centralisation extrême du pouvoir exécutif. Sous la Ve République, l'Élysée a une autorité de fait sur les ministères. En menant des réunions bilatérales avec les dirigeants de General Electric et en leur donnant des garanties au nom de la présidence, on crée une situation de fait accompli. D'accord. Et quand Emmanuel Macron remplace Arnaud Montebourg à Bercy, quelques mois plus tard, il lui reste plus qu'à signer l'autorisation officielle d'une transaction qu'il a lui-même facilitée depuis l'Élysée.
Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'une transaction à 12 milliards d'euros, c'est pas juste un transfert d'usine. Ça génère ce qu'on appelle dans le jargon des banquiers des success fees, Des commissions de succès, ouais. des commissions massives. Et dans ce dossier précis, la facture s'est élevée à 265 millions d'euros. Une somme dingue, partagée entre diverses banques d'affaires et cabinets de conseil. Et parmi les grands bénéficiaires de ces commissions, devine qui on trouve, Ah, la banque Rothschild & Co. qui se trouve être l'ancien employeur d'Emmanuel Macron juste avant son entrée en politique. C'est ça. Il faut bien comprendre la mécanique des banques d'affaires. Elles ne sont rémunérées de ces success fees que si la vente aboutit définitivement. Donc s'il n'y a pas de vente, il n'y a pas d'argent. Exactement. Sans la signature finale du ministre de l'économie qui valide la transaction, ces millions ne sont jamais versés. C'est une chronologie qui donne le vertige, franchement. Nos sources l'éclairent très bien. Faisons une analogie simple pour bien capter. Vas-y. Imaginons un agent immobilier qui force la vente de la maison de ses parents à un acheteur malgré les objections de toute sa famille. L'agent touche une belle commission. Et quelques années plus tard, cet agent immobilier décide de monter sa propre agence. Et miracle, l'acheteur et les intermédiaires financiers de la première vente deviennent les principaux investisseurs de sa nouvelle boîte. N'importe qui crierait au conflit d'intérêts massif. Bah oui. Or, selon les données extraites des Macronix en 2017, tu sais, cette fuite massive de courriels de la campagne présidentielle, on découvre que d'anciens associés et cadres de la banque Rothschild, qui ont potentiellement bénéficié des retombées de l'affaire Alstom, Se retrouvent parmi les principaux leveurs de fonds. exactement, les principaux donateurs financiers de la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron. Cette boucle financière, qui est très bien documentée, elle est vraiment au cœur des interrogations sur le financement de la vie politique moderne. Des commissions phénoménales issues de la vente d'un actif stratégique de l'État qui semblent se retrouver par un jeu de vases communicants à financer indirectement une ascension vers le sommet du pouvoir. Ce qui amène la question la plus évidente. Face à de tels montants et à une chronologie aussi, on va dire, parfaite, ils étaient où, les enquêteurs? S'il y a 265 millions d'euros qui circulent et des banquiers qui financent ensuite une campagne présidentielle, pourquoi le parquet financier n'a pas immédiatement ouvert une enquête pour vérifier s'il y avait un pacte de corruption ou un truc du genre? Eh bien, pour répondre à ça, il faut s'intéresser à l'architecture même de la justice française. Pour qu'un tel système politico-financier puisse fonctionner sans être constamment entravé par des perquisitions ou des enquêtes, il a besoin d'un écosystème judiciaire qui pose pas de questions trop dérangeantes. Ou qui ferment les yeux? Ou du moins qui sait gérer le rythme des enquêtes. Et ça nous amène à examiner de très près comment les chefs des parquets sont choisis. Absolument. Et là, nos sources mettent en lumière un événement charnière. C'est la nomination super controversée de Rémi Heitz au poste de procureur de la République de Paris en novembre 2018. Un poste clé. C'est la clé de voûte du système. Le parquet de Paris, ça centralise toutes les enquêtes les plus inflammables de la République. On y gère le terrorisme, bien sûr, mais aussi la grande corruption, les financements occultes de campagne, les délits financiers complexes impliquant des ministres. C'est vraiment le gardien de la porte? Celui qui est dans ce fauteuil a le pouvoir d'ouvrir une enquête dévastatrice ou de la classer sans suite dans un tiroir. Historiquement, pour garantir une certaine indépendance apparente, c'est le Conseil supérieur de la magistrature, le CSM, qui propose des candidats. D'accord. Et d'habitude, le pouvoir politique suit ces recommandations. Ils choisissent des profils reconnus pour leur distance vis-à-vis du pouvoir. Mais en 2018, cette procédure a été brutalement interrompue. Ah ouais. Que s'est-il passé exactement? L'exécutif a purement et simplement rejeté la liste des 3 candidats pressentis par le ministère de la Justice. Des candidats qui étaient jugés trop indépendants. L'Élysée est intervenu directement pour imposer son propre choix. Rémi Heitz, donc. Voilà. Qui était alors haut fonctionnaire au ministère de la Justice. Un homme de l'administration centrale, directement sous les ordres de la ministre. Mais attends, je bloque sur un point là. En France, on nous répète toujours que les juges sont farouchement indépendants, qu'ils sont inamovibles. Alors comment le président de la République peut constitutionnellement choisir de ses propres mains la personne chargée de traquer la corruption de son propre gouvernement? C'est légal, ça? Eh bien oui, c'est légal. C'est toute la subtilité du droit français. Il faut séparer la magistrature en 2. Ah bon? D'un côté, il y a la magistrature assise, les juges du siège qui rendent les jugements. Eux, ils sont indépendants et inamovibles. Mais de l'autre côté, il y a la magistrature debout. Les procureurs. C'est ça, ceux qui décident d'ouvrir les enquêtes et de poursuivre.
Or, selon la Constitution, ces procureurs sont hiérarchiquement soumis au ministre de la Justice. Le gouvernement a donc l'autorité légale de nommer qui il souhaite à la tête des parquets, même contre l'avis du CSM. Mais c'est une faille énorme. Si on relie ça à la situation globale, c'est plus qu'une faille, c'est un véritable outil de contrôle. Cette spécificité permet à l'exécutif de placer des loyalistes au point de contrôle cruciaux. C'est le loup dans la bergerie. Le procureur, qui est censé être le chien de garde traquant les abus au sommet de l'État, il doit sa nomination et sa carrière à ce même sommet de l'État. Ça érode mécaniquement la séparation des pouvoirs. C'est un verrouillage institutionnel redoutable. Et ce qui est effrayant, c'est que ce verrouillage ne sert pas uniquement à protéger des secrets financiers dans les ministères. Nos documents montrent que quand l'exécutif contrôle le parquet, les conséquences se font ressentir jusque dans la rue. Tout à fait. Et pour comprendre ça, plongeons dans la crise des Gilets jaunes. Quelques mois seulement après la nomination de ce nouveau procureur, Le contexte, début 2019, il est explosif. Les manifs durent tous les samedis, les scènes de violence urbaine se multiplient, l'exécutif vacille. Et face à ce mouvement, l'institution judiciaire va être mobilisée d'une manière qui a sidéré tous les experts en droit pénal. oui, on a lu ça. Le document clé ici, c'est une note confidentielle émise par le procureur Rémi Heitz le 12 janvier 2019, qui est adressée à ces magistrats. Et cette note, elle est effarante. Elle donne pas juste des consignes générales de fermeté. Elle donne une instruction procédurale très spécifique. Elle demande aux magistrats de maintenir les manifestants interpellés en garde à vue, la fameuse gave, pendant tout le week-end. Et le but avoué. Le but explicite, documenté, c'est d'éviter que ces personnes ne retournent manifester sur la voie publique. Sur le plan du droit, c'est un décornement pur et simple de la procédure pénale. Si on regarde le Code de procédure pénale français, particulièrement l'article 62.2, Il dit quoi ? il stipule très clairement que la garde à vue, c'est exclusivement un outil d'investigation. On prive quelqu'un de liberté uniquement s'il y a des raisons plausibles de penser qu'il a commis ou tenté de commettre une infraction et que cet enfermement est nécessaire à l'enquête. Oui, pour l'interroger, quoi. Exactement. En aucun cas, le Code ne permet d'utiliser la garde à vue comme un outil de maintien de l'ordre pour nettoyer préventivement les rues. Pourtant, la note du parquet encourageait ce maintien en cellule même quand les preuves d'infraction étaient insuffisantes. Mais attendez, face à des centres-villes qui brûlaient, l'exécutif va pas dire publiquement genre oui, on tord le droit pénal pour sauver notre peau. Comment ils ont justifié ces arrestations massives ? C'était quoi leur argument ? L'argument officiel porté par le ministère de l'Intérieur, c'était l'état de nécessité face à des troubles graves à l'ordre public. Il niait catégoriquement le terme d'arrestation préventive. Leur défense était de dire que chaque personne arrêtée participait à un attroupement illégal et que face au chaos, la police devait interpeller d'abord et vérifier ensuite. Sauf que les institutions de contrôle indépendantes, elles n'ont pas du tout adhéré à cette version. Les rapports du Défenseur des droits et du CGLPL, ils sont accablants. Totalement. Ils démontrent que la justice a été utilisée comme un filet de chalut. Les statistiques le prouvent. Lors de certaines manifs, sur 425 placements en garde à vue, seuls 52 ont donné lieu à des poursuites. Un taux de classement sans suite qui frôle les 80%. On parle de centaines de citoyens, entassés dans des cellules, fouillés, privés de liberté pendant 48 heures, pour s'entendre dire à la fin « vous n'avez rien fait ». Vous pouvez rentrer chez vous. Et le truc, c'est que le préjudice ne s'arrête pas à la porte du commissariat. C'est là que l'impact sur la vie des citoyens devient durable. Parce que la note du parquet demandait aussi l'inscription systématique de ces personnes au fichier TAJ. Le traitement d'antécédents judiciaires. C'est ça. Justement, parlons de l'impact réel pour quiconque écoute cette analyse. Imaginons, vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment pendant une manif. Garde à vue, puis relâché sans aucune charge. Vous êtes innocent. Mais à cause de cette directive, votre nom atterrit dans le fichier TAJ. Ouais. Quelques années plus tard, vous postulez pour un emploi dans la sécurité, dans un aéroport, la fonction publique. L'employeur fait une enquête, consulte le TAJ, voit implication dans une procédure pour violence urbaine, et bam, candidature rejetée. Votre avenir est compromis, alors qu'aucun juge ne vous a jamais déclaré coupable. C'est la définition même d'une sanction extrajudiciaire. La privation de liberté et le fichage remplacent le jugement. Et cela soulève une question importante, c'est peut-être même le point d'orgue de notre analyse. Si la machine judiciaire est capable de s'abattre avec une telle intransigeance sur des citoyens ordinaires, juste pour les priver de liberté sans preuve. Que se passe-t-il quand ce sont les plus hauts responsables de l'État qui sont pris en faute ? Exactement. C'est ce que les chercheurs appellent le fossé de la responsabilité, the accountability gap.
Et pour l'illustrer, nos rapports détaillent le cas sidérant d'Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée. C'est l'homme de l'ombre, le véritable bras droit du président. Il a la haute main sur presque tous les dossiers stratégiques du pays. Or, en octobre 2022, Alexis Kohler est officiellement mis en examen pour prise illégale d'intérêt. Faut bien préciser ce qu'est une mise en examen. En France, c'est pas une simple enquête préliminaire ou une rumeur dans les journaux. C'est une décision d'un juge d'instruction qui estime qu'il existe des indices graves et concordants de culpabilité. Ça rigole pas. Non, dans le cas de Colère, les faits reprochés sont vertigineux. Les magistrats enquêtent sur la période où il était haut fonctionnaire à Bercy. Il a siégé au conseil d'administration des chantiers navals STX France et a géré des dossiers industriels vitaux impliquant l'armateur MSC. Et le problème, c'est que MSC, c'est pas n'importe quelle boîte. Ça appartient à la famille Aponte, qui se trouve être la famille de la mère d'Alexis Kohler. Ses propres cousins. Un haut fonctionnaire qui représente l'État face à une multinationale détenue par ses cousins, tout en cachant soigneusement ce lien familial à sa hiérarchie pendant des années. C'est un cas d'école de prise illégale d'intérêt. Pour n'importe quel fonctionnaire ordinaire ou un agent municipal qui attribuerait un marché à son beau-frère, ça signifierait une suspension immédiate. Voire un licenciement foudroyant. Mais Alexis Kohler, il a été maintenu à son poste au sommet de l'État. Le président a publiquement renouvelé sa confiance. L'enquête continue à un rythme très lent, sans entraver son pouvoir. Le contraste est total. D'un côté, 48 heures de cellule pour avoir marché dans la rue. De l'autre, on gère l'État avec une mise en examen pour conflit d'intérêts massif. C'est fou. Mais si on pense que le cas Kohler est unique, nos documents abordent une autre affaire qui repousse encore les limites de cette impunité. Le procès historique du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretz. Son cas est vraiment exceptionnel. Avant de devenir garde des Sceaux, c'était un avocat pénaliste extrêmement médiatique. Et il a eu des conflits personnels très durs avec des magistrats du PNF, le parquet national financier. Notamment l'affaire des fadettes, où les magistrats avaient épluché ses factures téléphoniques. Et là, la roue tourne. En 2020, cet avocat devient ministre de la Justice, le patron des procureurs. Et que fait-il quelques mois après sa prise de fonction ? Il utilise ses nouveaux pouvoirs pour ordonner des enquêtes administratives précisément contre ces magistrats du PNF avec lesquels il avait des comptes à régler. Mais c'est une vengeance pure et simple. C'est une situation inédite. Mes syndicats de magistrats portent plainte. L'accusation est claire. Utilisation des moyens de l'État pour des règlements de comptes personnels. Il devient le tout premier ministre de la Justice en exercice à être renvoyé en procès pour prise illégale d'intérêt. Mais attention, quand un ministre est jugé pour des actes commis dans l'exercice de ses fonctions, il ne va pas au tribunal correctionnel comme tout le monde. Il va devant la Cour de justice de la République, la CJR. On a souvent utilisé l'analogie du foot pour décrire ça, et c'est parfait ici. Ah oui, l'analogie du tacle. C'est ça. C'est comme si, lors d'un match, un joueur commettait un tacle hyper dangereux. Au lieu que l'arbitre sorte le carton rouge, le match s'arrête, et c'est le comité d'entreprise du joueur, ses coéquipiers, l'entraîneur, qui se réunissent sur le bord du terrain pour voter s'il y a faute ou non. Elle est composée comment, la CJR, exactement ? C'est une anomalie institutionnelle sévèrement critiquée. La CJR, c'est 15 juges, 3 magistrats professionnels issus de la Cour de cassation, ce qui donne une façade juridique. Et les autres ? Les 12 autres sont des parlementaires, des députés et des sénateurs. En clair, une majorité écrasante de politiciens chargés de juger un autre politicien en exercice. Et le verdict, rendu fin 2023, c'est un chef-d'œuvre de contorsionnisme juridique. La Cour a acquitté le ministre en reconnaissant que matériellement, il était bien dans une situation objective de conflit d'intérêts. Les actes illégaux ont bien eu lieu. Mais la Cour, composée de politiques, a statué que le ministre n'en avait pas l'intention. Il ne savait prétendument pas qu'il commettait une infraction. Un ministre de la Justice, ancien monstre sacré du barreau, qui ignorerait la définition légale d'un conflit d'intérêts. Les associations ont qualifié ça de symbole absolu d'une justice politique. Et c'est là que toutes les pièces du puzzle s'assemblent. Exactement. En reliant toutes ces sources, le voyage est saisissant. On a commencé par le contournement des ministères pour vendre Alstom, générant des millions pour des banques qui financent une campagne. On a vu l'exécutif imposer son procureur à Paris. Ouais. On a observé ce même parquet tordre le droit pour enfermer préventivement des citoyens ordinaires pendant les Gilets jaunes. Et en miroir parfait, on a vu ces mêmes institutions protéger un secrétaire général de l'Élysée mis en examen et blanchir un ministre de la Justice jugé par ses pairs.
La documentation prouve l'existence d'une mécanique redoutable. Et la raison pour laquelle cette plongée dans les textes est vitale pour comprendre notre société, c'est l'impact direct sur la cohésion. La confiance dans les institutions, elle s'effondre quand l'égalité devant la loi devient une fiction. Complètement. Une démocratie moderne, elle survit pas longtemps avec un droit répressif et préventif pour la rue et un droit de l'indulgence pour les palais nationaux. Et ça nous laisse sur une réflexion finale. Une question qui est la conclusion inévitable de nos rapports. Aujourd'hui, on entend beaucoup d'experts dire qu'il faut supprimer la Cour de justice de la République pour régler le problème. Mais est-ce que c'est pas juste un pansement sur une fracture ouverte? C'est la vraie question. Si la Constitution elle-même permet au président de contourner ses ministres, de concentrer le pouvoir et de nommer légalement les procureurs chargés de le surveiller, l'impunité et les abus de pouvoir, est-ce que ce sont vraiment des accidents de parcours ou bien le résultat inévitable d'un système conçu depuis ses fondations pour rendre le monarque républicain et sa cour totalement intouchables? Un sacré sujet de réflexion à emporter avec vous. Merci de nous avoir suivis dans cette plongée au cœur des sources et gardez toujours un œil sur les coulisses.